Accrochez-vous car l'histoire que nous allons vous raconter dépasse l'entendement. Imaginez un homme sur la tête duquel le gouvernement des États-Unis a mis une prime de 15 millions de dollars, une somme plus élevée que celle offerte pour Oussama Ben Laden à l'apogée de sa traque. Un homme recherché par les unités d'élite de la DEA, de la CIA, des services secrets mexicains et d'Interpol depuis plus de 15 ans, mais qui demeure un fantôme, dont l'existence n'est attestée que par des montagnes de cadavres et des tonnes de drogue inondant les rues des villes américaines. Une organisation qui contrôle un territoire plus vaste que de nombreux États européens et dont le chiffre d'affaires annuel, selon les estimations des experts, avoisine les 20 milliards de dollars. Ceci n'est pas un personnage de thriller hollywoodien ni une invention de journaliste. Il s'agit de Nemesio Oseguera Cervantes, mondialement connu sous le nom de El Mencho, le narcotrafiquant le plus redoutable de notre époque. L'homme qui, de simple paysan pauvre, est devenu l'architecte de l'empire de la drogue le plus impitoyable de l'histoire de l'Amérique latine. Cette histoire n'a pas débuté dans des villas somptueuses ou des cénacles de pouvoir, mais dans un village de montagne oublié de Dieu, où la survie représentait l'unique luxe à portée de main. Le 17 juillet 1966, dans le minuscule village d'Aguililla, niché au cœur des montagnes de l'État du Michoacán, au sud-ouest du Mexique, un enfant prénommé Nemesio Rubén Oseguera Cervantes vit le jour au sein d'une modeste famille de paysans, Jesús et María Oseguera. Aguililla, à cette époque, était un endroit où le temps semblait s'être figé au XIXe siècle. La population dépassait à peine les 3000 habitants, dont la plupart étaient des agriculteurs illettrés cultivant avocats, citrons et maïs sur les pentes rocailleuses de la Sierra Madre del Sur. L'électricité n'était pas présente dans tous les foyers, l'eau courante manquait et l'hôpital le plus proche se trouvait à plusieurs heures de route par des sentiers montagneux. La famille Oseguera résidait dans une typique cabane en adobe d'un seul niveau, des briques de boue séchées au soleil, avec un sol en terre battue et un toit de feuilles de palmier. Nemesio était l'un des 8 enfants, et chaque bouche à nourrir transformait l'existence familiale en une incessante bataille pour la subsistance. L'enfance du futur narcotrafiquant fut dénuée de tout ce qui est habituellement associé à cette période de l'existence. Ni jouets, ni livres, aucune scolarité au-delà de la 3e année d'école primaire. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, Nemesio travaillait déjà avec son père et ses frères dans les plantations d'avocats, propriété des grands propriétaires terriens de la région. La journée de labeur débutait à l'aube et s'achevait au crépuscule, et la paie était dérisoire, quelques pétos pour 12 heures de travail éreintant sous le soleil brûlant du Mexique. L'avocat, à cette époque, n'était pas encore devenu l'or vert, comme on l'appelle aujourd'hui, alors que le Michoacán produit plus de 80% de l'exportation mondiale de ce fruit, et qu'une récolte d'une valeur de 3 milliards de dollars par an devient l'enjeu des luttes entre cartels de la drogue. Dans les années 60 et 70, c'était simplement un moyen pour des milliers de familles paysannes, telles que les Oseguera, de ne pas mourir de faim. Le Michoacán, durant ces années-là, était une région de profond contraste et d'anciennes blessures sociales. Tandis que les zones touristiques côtières du Mexique profitaient des dollars des vacanciers américains, les régions montagneuses restaient plongées dans une misère médiévale. La terre appartenait à un petit groupe de latifundiaires, descendants des colonisateurs espagnols et de l'élite mexicaine, qui possédaient des milliers d'hectares, tandis que les paysans, constituant 90% de la population, soit n'avaient aucune terre, soit possédaient de minuscules parcelles incapables de nourrir une famille. Les programmes de développement étatiques évitaient dans la région, les écoles fonctionnaient par intermittence, l'accès aux soins médicaux était inexistant et la seule ascension sociale pour un jeune restait l'immigration ou le crime. Ce fut précisément ce mélange toxique de pauvreté, d'absence d'opportunités et d'injustice sociale qui créa le terreau fertile pour l'épanouissement futur du trafic de drogue dans la région. Mais à la fin des années 60, Nemesio n'était qu'un autre enfant affamé, ignorant l'existence d'une autre vie. Au début des années 80, la situation au Michoacán se détériora davantage. La crise économique qui frappa le Mexique en 1982, lorsque le pays déclara un défaut sur sa dette extérieure de 80 milliards de dollars, transforma la vie déjà difficile des zones rurales en un véritable cauchemar. L'inflation atteignit 100% par an, le peso se dépréciait à vue d'œil, et les emplois se raréfiaient. Pour des millions de Mexicains, la seule issue fut la route vers le nord, vers les États-Unis, où même le travail le moins bien rémunéré rapportait des dizaines de fois plus que le labeur épuisant dans les plantations. Nemesio Oseguera, alors âgé de 16 ou 17 ans, prit une décision qui allait sceller son destin. Il rassembla ses maigres économies, fit ses adieux à sa famille et entreprit un voyage que des millions de ses compatriotes avaient déjà accompli avant lui. Le chemin d'un immigré clandestin traversant la frontière en quête du rêve américain. La date exacte de son premier passage de frontière est inconnue, mais selon des données indirectes, cela se produisit entre 1983 et 1985. Nemesio, comme des milliers d'autres Mojado,
surnom donné aux clandestins en raison de leur dos mouillé après la traversée du Rio Grande, eut recours au service d'un coyote, un passeur qui, pour quelques centaines de dollars, aidait à franchir la frontière et à éviter les patrouilles de la garde frontière. Il s'établit en Californie, vraisemblablement dans les environs de San Francisco ou Sacramento, où une importante communauté mexicaine était déjà présente, prête à accueillir un compatriote. Durant ses premières années aux États-Unis, Nemesio travailla partout où il pouvait être embauché sans papier et sans trop de questions, sur les chantiers, dans les cuisines de restaurants ou pour des travaux agricoles. C'était un labeur éreintant et mal rémunéré, mais même 7 ou 8 dollars de l'heure semblaient être une fortune comparée aux quelques pesos qu'il pouvait gagner au Michoacán. Mais le rêve américain se mua en cauchemar le 28 décembre 1992, lorsque la police de San Francisco arrêta Nemesio Oseguera Cervantes, alors âgé de 26 ans, sous l'inculpation de trafic d'héroïne. Selon les documents du département de la justice des États-Unis, une petite quantité de drogue fut saisie sur lui. De toute évidence, il opérait comme petit revendeur de rue, vendant des doses aux toxicomanes locaux. Il fut condamné à 3 ans de prison, mais n'effectua qu'une partie de sa peine avant d'être déporté au Mexique au milieu des années 90. Cet arrêt et cette déportation marquèrent un tournant décisif. De retour au Michoacán, sans argent, sans perspective, avec un casier judiciaire et une expérience dans le narcotrafic, bien qu'à son plus bas niveau, Nemesio Oseguera se retrouva à un point de non-retour. Les voies légales lui étaient désormais fermées et la seule chose qu'il maîtrisait et connaissait était le fonctionnement du commerce de la drogue. C'est précisément à ce moment que le destin le mit en contact avec des individus qui allaient lui ouvrir les portes du grand jeu. Le cartel Milenio et l'omnipotente famille Valencia. Le cartel Milenio, au milieu des années 90, était l'une des organisations de narcotrafic les plus influentes de l'ouest du Mexique, même si son nom apparaissait rarement dans les titres des médias internationaux. Contrairement à ses concurrents plus notoires, les cartels de Sinaloa, Tijuana ou du Golfe, le Milenio préférait opérer dans l'ombre, évitant les confrontations directes avec les autorités et les démonstrations de force spectaculaires. L'organisation était sous le contrôle de la puissante famille Valencia Cornelio, originaire de l'État du Michoacán, dont les racines dans le narcotrafic remontaient aux années 70, lorsque le chef du clan, Luis Valencia, avait débuté avec la contrebande de marijuana via la côte pacifique. Dans les années 90, l'empire Valencia évolua vers une structure transnationale complexe, spécialisée dans le transport de cocaïne colombienne à travers le territoire mexicain vers les États-Unis. C'est à cette organisation que Nemesio Oseguera, déporté d'Amérique, se joignit entre 1995 ou 96, grâce à des liens de village et des recommandations de personnes issues du milieu criminel du Michoacán. Pour Nemesio, il ne s'agissait pas seulement d'une entrée dans un groupe criminel, ce fut une entrée dans une famille, au sens le plus littéral du terme. Le jeune Oseguera se révéla rapidement un exécutant fiable, discipliné et d'une loyauté absolue, des qualités très appréciées au sein d'une organisation où la trahison était punie de mort et où la confiance se gagnait par des années de service irréprochables. Son expérience américaine, bien qu'infructueuse, sa maîtrise de l'anglais et sa compréhension du fonctionnement du marché de la drogue outre-frontière firent dire de lui un atout précieux. Mais le véritable tournant de sa carrière survint grâce à un mariage qui le métamorphosa de simple exécutant en membre de la dynastie régnante du cartel. Nemesio épousa Rosalinda González Valencia, nièce de l'un des leaders de l'organisation, Armando Valencia Cornelio, surnommé El Maradona. Cette union, scellée à la fin des années 90, était une alliance matrimoniale typique des narcoclans mexicains, renforçant les liens internes et assurant la loyauté par le sang. Rosalinda était issue de la branche de la famille Valencia qui contrôlait les flux financiers du cartel, et ce mariage ouvrit à Nemesio l'accès au cercle intérieur de l'organisation. Sous l'égide d'Armando Valencia Cornelio, un homme qui, à la fin des années 90, était devenu l'une des figures clés du cartel Milenio, Nemesio Oseguera suivit une véritable école de narcotrafic. El Maradona dirigeait la branche armée de l'organisation, un groupe d'hommes lourdement armés qui furent appelés Los Matazetas bien avant que ce nom ne devienne largement connu du public. Ces individus ne se contentaient pas de protéger les cargaisons et les territoires. Ils étaient l'instrument punitif du cartel, éliminant concurrents, traîtres et quiconque menaçait les intérêts de la famille Valencia. Nemesio se révéla rapidement un exécutant capable d'accomplir les tâches les plus délicates. Il n'était pas un tueur bruyant et émotif, comme beaucoup dans les cartels mexicains de ces années-là. Il était méthodique, calculateur, capable de planifier des opérations et de contrôler ses hommes. Ce sont précisément ces qualités qui lui permirent,
au début des années 2000, d'accéder au poste de l'un des commandants régionaux du cartel dans l'état de Jalisco, où le Milenio contrôlait la mégalopole stratégiquement importante de Guadalajara et les zones côtières par lesquelles transitaient les flux de drogue. La structure du cartel Milenio à cette époque était fédérale. Contrairement aux organisations pyramidales telles que le cartel de Tijuana, où le pouvoir était concentré entre les mains d'une seule famille Arellano-Félix, le Milenio était une alliance de divers clans et groupes régionaux unis par des intérêts communs et des liens avec de grands fournisseurs. La famille Valencia occupait des positions de leadership, mais travaillait en étroite collaboration avec d'autres clans du Michoacán et surtout maintenait un partenariat stratégique avec le cartel de Sinaloa qui, sous la direction de Joaquín El Chapo Guzmán et Ismael El Mayo Zambada, était en train de rapidement se transformer en la force dominante du narcotrafic mexicain. Le Milenio servait de fait de partenaire logistique et d'allié mineur à Sinaloa, obtenant en retour l'accès aux approvisionnements de cocaïne colombienne et une protection contre les concurrents. Ce système fonctionna de manière impeccable jusqu'au début des années 2000, quand une menace allait redessiner l'intégralité de la carte du narcotrafic mexicain apparue à l'horizon. Los Zetas, les Zetas, constituent une organisation d'un genre entièrement nouveau. Créée en 1999, en tant qu'aile militaire du cartel du Golfe, ce groupe était formé de déserteurs de l'unité d'élite de l'armée mexicaine GAEF, entraînés par des instructeurs américains et israéliens aux techniques de lutte contre le narcotrafic, mais passés au service des narcotrafiquants pour de l'argent, maintes fois supérieur à la solde militaire. Au début des années 2000, Los Zetas s'était métamorphosé en la structure militaire la plus cruelle et la plus professionnellement organisée de l'histoire de la criminalité mexicaine. Ils ne se contentaient pas de protéger les cargaisons. Ils occupèrent des territoires, établissèrent leur contrôle sur des États entiers, employant la tactique de la terre brûlée et de la terreur démonstrative. Leur expansion vers l'ouest, dans les zones d'influence des cartels de Sinaloa et Milenio, n'était qu'une question de temps. Et lorsque, entre 2002 et 2003, les premiers détachements des Zetas commencèrent à apparaître au Michoacán, exigeant soumission et taxes des narcotrafiquants locaux, ce fut une déclaration de guerre. Nemesio Oseguera participa à ces premiers affrontements, coordonnant la défense des territoires du cartel Milenio dans les régions septentrionales du Michoacán et à la frontière avec Jalisco. La guerre était d'anéantissement. Enlèvements, tortures, meurtres de masse devinrent le lot quotidien. Les corps démembrés des ennemis étaient laissés sur les routes en guise d'avertissement. Des villages entiers étaient abandonnés par leurs habitants, fuyant la violence des deux camps. Mais le 12 août 2003, un événement allait bouleverser l'équilibre des forces. Armando Valencia Cornelio, El Maradona, fut arrêté par la police fédérale à Guadalajara. Son arrestation porta un coup dévastateur au cartel Milenio. Il n'était pas seulement un commandant militaire, mais aussi l'un des maillons clés entre les divers clans de l'organisation. Avec sa disparition, la structure du cartel commença à vaciller. Los Zetas, sentant la faiblesse de l'ennemi, intensifièrent leur pression, s'enfonçant toujours plus profondément dans le Michoacán. Fin 2003, la situation devint critique. De nombreux commandants du Milenio furent contraints de fuir leur région d'origine, échappant à l'avancée des États. Nemesio Oseguera, ayant perdu son protecteur et mentor, prit une décision qui, sur le moment, apparut comme une retraite, mais qui, en réalité, était une manœuvre stratégique. Il déménagea dans l'état voisin de Jalisco, à Guadalajara, où, sous la protection des alliés du cartel de Sinaloa, il commença à bâtir sa propre structure. Ce qui semblait être la fin ne fut en fait que le commencement. Le commencement du chemin qui mènerait à la création du plus dangereux empire de la drogue du XXIe siècle. Jalisco, au milieu des années 2000, constituait un territoire où le pouvoir du cartel de Sinaloa était absolu, mais ce pouvoir avait un visage et un nom. Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Cet homme, né en 1954 à Canelas, dans l'état de Durango, était devenu, au début du nouveau millénaire, l'une des trois figures clés de l'empire de Sinaloa, aux côtés d'El Chapo Guzmán et d'El Mayo Zambada. Coronel contrôlait l'intégralité du corridor pacifique de Jalisco à Nayarit, gérait des laboratoires gigantesques de production de méthamphétamine et coordonnait les flux de cocaïne via le port de Manzanillo. Selon les estimations de la DEA, sa fortune personnelle, à la fin des années 2000, atteignait 1 milliard de dollars et le territoire sous son contrôle rapportait au cartel de Sinaloa jusqu'à 30% de tous les revenus. Pour des individus comme Nemesio Oseguera, arrivé à Jalisco après la défaite au Michoacán, Nacho Coronel n'était pas seulement un chef, il était un protecteur, un parapluie, et la seule raison pour laquelle il pouvait continuer à opérer. El Mencho, comme on l'appelait déjà dans les cercles criminels, s'intégra dans la structure de Coronel, obtenant le contrôle de plusieurs municipalités dans le sud de Jalisco et se consacrant à ce qu'il savait faire le mieux, la logistique de la drogue et la gestion des cellules armées. Mais l'empire Milenio, dont était issu El Mencho, agonisait. Le 28 octobre
octobre 2009, dans un quartier huppé de Guadalajara, fut arrêté Oscar Orlando Nava Valencia. Surnommé El Lobo, l'un des derniers leaders actifs du cartel Milenio et neveu du fondateur du clan, Luis Valencia. Sa capture par les agents fédéraux marqua la fin symbolique d'une ère. L'organisation, qui pendant 2 décennies avait contrôlé l'ouest du Mexique, se désintégra en dizaines de petits groupes, chacun cherchant à survivre dans les nouvelles réalités. Une partie des hommes passa sous l'aile du cartel de Sinaloa, d'autres tentèrent de créer des structures indépendantes. D'autres encore furent anéantis par les concurrents. El Mencho faisait partie de ceux qui se soumirent formellement à Nacho Coronel, mais qui conservèrent leur propre équipe, un groupe de personnes de confiance, dont beaucoup étaient ses compatriotes du Michoacán ou des membres de sa famille via le réseau ramifié de la famille Valencia. Cette équipe allait devenir le noyau du futur CJNG, mais pour l'heure, il n'était qu'une cellule de plus au sein de l'énorme machine du cartel de Sinaloa. Le 29 juillet 2010, à 11h du matin, dans un quartier résidentiel de Zapopan, banlieue de Guadalajara, éclata une fusillade qui modifia toute la configuration du pouvoir dans l'ouest du Mexique. Ignacio Coronel Villarreal fut abattu lors d'un raid mené par une unité de l'armée mexicaine. La version officielle affirmait que le narcotrafiquant, âgé de 56 ans, avait ouvert le feu sur les militaires et avait été tué lors d'un échange de tirs. Cependant, de nombreux détails de cette opération soulèvent encore des interrogations parmi les experts. Coronel se trouvait dans une planque sécurisée, entourée de gardes, et sa localisation n'était connue que d'un cercle restreint de personnes. L'apparition trop rapide des militaires, l'absence de tentative pour le capturer vivant, l'enlèvement immédiat du corps, tout cela a alimenté des versions sur une trahison au sein du cartel de Sinaloa ou sur une élimination ciblée commanditée par des factions concurrentes. Mais quelle que fût la vérité, le résultat était patent. Un vide de pouvoir se créa à Jalisco et des biens d'une valeur de milliards de dollars restèrent sans propriétaire. Ce qui se produisit ensuite peut être comparé à un sanglant partage de l'héritage d'un clan mafieux. Le territoire de Nacho Coronel, Jalisco, Colima, Nayarit, une partie du Michoacán, se mua en champ de bataille entre divers prétendants au trône. Le cartel de Sinaloa tenta de maintenir son emprise en désignant de nouvelles personnes, mais le leadership central, incarné par El Chapo et El Mayo, se trouvait à des milliers de kilomètres dans les États du Nord et leur capacité à gérer la situation était restreinte. Sur place, des groupes indépendants commencèrent à se former. L'un des plus puissants fut la Resistencia, sous la houlette de Ramiro Pozos Burgueño, connu sous le nom de El Molca, ancien commandant du Milenio, qui avait également œuvré sous la protection de Coronel. El Molca était un narcotrafiquant expérimenté qui contrôlait plusieurs routes clés et des laboratoires de production de méthamphétamine. Il revendiquait l'héritage de Coronel et il avait de bonnes raisons de le faire. Ces hommes contrôlaient une part significative des capacités de production. Mais il avait un concurrent qui se révéla plus intelligent, impitoyable et visionnaire. Nemesio Oseguera, au moment de la mort de Coronel, était âgé de 44 ans, l'âge de la maturité pour un narcotrafiquant. Il avait passé près de 15 ans dans le crime organisé, avait fait face à la déportation, à la guerre contre los Zetas, à l'effondrement du cartel Milenio et à des années de travail dans l'ombre de chefs plus puissants. C'était désormais son heure. El Mencho commença à agir avec une précision chirurgicale. La première étape fut d'unir sous son commandement tous les militants et commandants restants du Milenio dissous qui n'avaient l'un pas rejoint la Resistencia. Il utilisa les liens familiaux via les clans Valencia et González, impliqua la branche financière dirigée par les frères de sa femme, José et Abigail González Valencia, qui contrôlait les schémas de blanchiment d'argent à travers un réseau de sociétés au Mexique, aux États-Unis et en Amérique latine. La deuxième étape fut de positionner la nouvelle organisation comme une force luttant contre los Zetas, l'ennemi que tous détestaient. Fin 2010, des banderoles apparurent dans les rues de Guadalajara avec un message signé de l'énigmatique acronyme CJNG, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Le message était simple: nous sommes venus protéger le peuple de Jalisco de los Zetas. Cordialement, CJNG. Ce fut un coup de relations publiques visant à obtenir le soutien de la population, las de la violence des États. Mais plus important encore, ce fut une déclaration de guerre, une guerre sur tous les fronts. La guerre déclarée par El Mencho n'était pas une simple querelle entre gangs de narcotrafiquants rivaux pour le contrôle de points de vente ou de routes. C'était une campagne d'extermination totale, idéologiquement motivée, conçue pour avoir un effet psychologique et pour se faire connaître au monde de la manière la plus sanguinaire. En 2011, Los Zetas contrôlait de vastes zones dans l'est et le centre du Mexique, les États de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, ainsi que des parties de Hidalgo et de Puebla. Ils avaient transformé Veracruz, un État stratégiquement important doté des plus grands ports sur la côte du golfe du Mexique, en leur fief, extorquant de l'argent à toutes les activités commerciales, des compagnies pétrolières aux vendeurs ambulants. Leur méthode de terreur était sans précédent,
même pour le Mexique. Enlèvement massif de migrants et leur assassinat s'ils refusaient de travailler pour le cartel. Incendie de casinos avec des personnes à l'intérieur, exécution publique filmée en vidéo. Pour le CJNG, la guerre contre les États n'était pas seulement une lutte pour le territoire, mais aussi une campagne de relations publiques, se positionner comme les défenseurs du peuple contre des monstres à l'apparence humaine. Et El Mencho comprenait parfaitement que dans cette guerre, celui qui inspirait le plus de terreur l'emporterait. Le 20 septembre 2011, vers 17h, en pleine heure de pointe sur une autoroute très fréquentée entre les villes de Boca del Rio et Veracruz, se produisit un événement qui fit instantanément le tour de toutes les agences de presse mondiales. 3 camions sans plaque d'immatriculation s'immobilisèrent en plein milieu de la route, bloquant la circulation. Des bennes commencèrent à être déchargées des corps, l'un après l'autre, méthodiquement comme des sacs poubelles. Au total, 35 cadavres, dont beaucoup avaient été dévêtus jusqu'aux sous-vêtements, portaient des signes évidents de torture. Fractures aux extrémités, brûlures, marques de strangulation. Certains avaient été décapités. À côté de cette montagne de corps, les sicaires laissèrent une banderole avec le message « Esto et de parte de los matazetas ». Attentamment, CJNG. Ceci vient des tueurs de Zetas. Cordialement, CJNG. L'opération ne dura pas plus de 5 minutes, après quoi les camions disparurent, laissant derrière eux des centaines de témoins sous le choc et une ville paralysée par l'effroi. Les autorités établirent par la suite que presque toutes les victimes avaient effectivement des liens avec Los Zetas. Il s'agissait de petits trafiquants, d'informateurs, de membres de gangs de rue travaillant pour le cartel. Mais le mode de leur élimination et la démonstration publique des cadavres furent calculés pour obtenir une résonance maximale. Le CJNG démontra clairement « Nous sommes arrivés et nous ne connaissons pas le mot pitié ». Mais ce ne fut que le début du sanglant septembre-octobre 2011 qui transforma Veracruz en zone de guerre. Le 6 octobre, à peine 2 semaines après le premier massacre, 32 corps supplémentaires furent découverts dans 3 maisons différentes de la même zone de Boca del Rio. Les victimes étaient ligotées avec des sacs sur la tête et beaucoup avaient été démembrés. Le jour suivant, le 7 octobre, marqua un record absolu de violence. 67 homicides furent enregistrés en seulement 24 heures dans diverses zones de l'état de Veracruz liées au conflit entre le CJNG et Los Zetas. Les corps étaient retrouvés dans des voitures, des fossés, des terrains vagues, des maisons incendiées. Les médias locaux cessèrent de publier les faits divers. Les journalistes recevaient des menaces des 2 parties du conflit. Le gouverneur de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, qui serait lui-même arrêté par la suite pour lien avec le crime organisé et corruption, déclara publiquement que la situation était sous contrôle, alors que les rues des plus grandes villes de l'État étaient sous le joug d'hommes armés masqués. Le gouvernement fédéral fut contraint d'envoyer des unités supplémentaires de l'infanterie de marine et de l'armée dans la région. Mais même la présence militaire ne put arrêter le carnage. La stratégie d'El Mencho était cruelle, mais efficace. Il ne tenta pas de conquérir le territoire de Veracruz au sens classique. Il n'avait simplement pas assez d'hommes pour cela. Au lieu de cela, le CJNG envoyait des groupes d'assaut qui s'infiltraient dans les villes, kidnappaient des personnes liées à Los Zetas, les torturaient pour obtenir des informations sur d'autres membres du cartel, puis les tuaient et exposaient leurs corps en public. C'était une guerre de guérilla, conçue pour saper le contrôle des États de l'intérieur. Chaque homicide public était un message à la population locale. Les États ne peuvent pas vous protéger, ils sont faibles, nous sommes plus forts. Parallèlement, le CJNG diffusait via les réseaux sociaux et les forums locaux des vidéos où des prisonniers ligotés, présentés comme des membres de cartels rivaux ou des informateurs de la police subissant des tortures sophistiquées avant d'être exécutés, décapités, fusillés, brûlés vifs. Ces vidéos étaient accompagnées de menaces à quiconque oserait collaborer avec les autorités ou les rivaux. C'était du terrorisme à l'état pur, visant à anéantir toute volonté de résistance. Le point culminant de cette campagne de terreur fut l'événement du 13 mai 2012 dans la ville de Cadereyta Jiménez, dans l'état de Nuevo León, situé près de Monterrey. Aux premières lueurs du matin, les résidents locaux découvrirent, sur la route principale de la ville, 49 corps démembrés. Des bras, des jambes, des têtes et des torses étaient éparpillés sur l'asphalte sur plusieurs dizaines de mètres. À côté gisait une note. Así le va a pasar a todos los Zetas. At el cartel de Jalisco Nueva Generación, c'est ce qui arrivera à tous les États. At le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. L'examen médico-légal révéla que les victimes étaient vivantes au moment du démembrement. Elles furent
tuait lentement, transformant l'exécution en un rite. Cette boucherie provoqua une résonance internationale. Le département d'État des États-Unis émit un avertissement spécial aux citoyens américains concernant la non-admissibilité des voyages dans le nord-est du Mexique, et le président Felipe Calderón fut contraint de publier une déclaration reconnaissant que le pays traversait une crise de sécurité sans précédent. En 2 ans de guerre du CJNG contre Los Zetas, de 2011 à 2012, plus de 2000 personnes furent tuées dans les États de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas et Jalisco. El Mencho avait atteint son objectif. Le nom du CJNG était désormais connu dans tout le Mexique. Mais le prix de cette notoriété se mesurait en fleuves de sang. La guerre contre Los Zetas apporta à El Mencho non seulement la notoriété, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, territoire et respect. Fin 2012, le CJNG contrôlait une part significative de l'État de Jalisco, y compris la mégalopole stratégiquement importante de Guadalajara, la 2e ville la plus grande du Mexique, avec une population de plus de 5 millions d'habitants. Mais pour un homme avec les ambitions d'El Mencho, cela ne suffisait pas. Tandis que les concurrents pansèrent leur plaie après les sanglants affrontements, il étendait méthodiquement les zones d'influence, transformant le CJNG d'un groupe régional en une multinationale de la mort. Dès 2013, le cartel avait établi un contrôle total ou partiel sur les États de Colima, Nayarit, Guanajuato, une partie du Michoacán, et avait commencé son expansion à Tijuana, traditionnellement considéré comme le territoire du cartel homonyme Arellano Félix. Mais l'objectif principal demeurait le Michoacán, l'état natal d'El Mencho, un état d'une richesse inouïe où étaient produits jusqu'à 70% des avocats mexicains et où le contrôle de la terre signifiait la mainmise sur des milliards de flux économiques légaux et illégaux. Le Michoacán, au début des années 2010, était sous la domination de l'une des organisations de narcotrafic les plus cruelles de l'histoire du Mexique, les Chevaliers Templiers, Los Caballeros Templarios, émergeant des fragments du cartel La Familia Michoacana. Dirigé par le charismatique et psychopathe Servando Gómez Martínez, surnommé La Tuta, les Templiers contrôlaient non seulement le trafic de drogue, mais littéralement tous les aspects de l'économie de l'État. Ils percevaient des taxes auprès des producteurs d'avocats, de citrons, des propriétaires de mines, contrôlaient les ports et même les écoles. Leur symbologie d'ordre chevaleresque et leur rhétorique pseudo-religieuse sur la protection des pauvres créaient un contraste surréaliste avec la réalité des meurtres de masse, des viols et des extorsions. Pour El Mencho, l'invasion du Michoacán n'était pas seulement une décision commerciale. C'était un retour au bercail, mais non plus en tant que paysan pauvre, mais en conquérant. De 2012 à 2014, le CJNG mena une guerre d'usure épuisante contre les Templiers, tout en soutenant les groupes d'autodéfense apparus dans l'État, les Autodefensa, des équipes armées de paysans révoltés contre l'oppression du narcotrafic. Ce soutien fut une manœuvre tactique cynique. Tandis que les Autodefensa et l'armée anéantissaient les Templiers, le CJNG occupait silencieusement les territoires libérés. Fin 2014, les Chevaliers Templiers étaient pratiquement vaincus et le CJNG devint l'une des forces dominantes de l'ouest du Michoacán. Mais l'expansion territoriale n'était que la partie visible de la stratégie d'El Mencho. La véritable révolution se déroulait dans le secteur de la production. Le CJNG devint le plus grand producteur de méthamphétamine au Mexique, dépassant même le cartel de Sinaloa. Dans les montagnes de Jalisco et du Michoacán opéraient des dizaines de laboratoires clandestins qui produisaient des centaines de kilogrammes de cristal meth chaque jour. Les précurseurs chimiques, pseudoéphédrine, éphédrine, phénylacétone, étaient achetés par conteneurs entiers en Chine via des sociétés écrans et livrés par le port de Manzanillo, où les douaniers recevaient de généreux pots de vin pour ne pas inspecter la cargaison. Le coût de production d'un kilogramme de méthamphétamine était d'environ $500, tandis qu'il se vendait sur le marché américain entre 20 et 30 000 $ en gros et jusqu'à 100 000 $ au détail. La rentabilité atteignait un fantastique 6 000 %. Selon les estimations de la DEA, dès 2014, le CJNG contrôlait jusqu'à 40 % de toute la méthamphétamine arrivant sur le marché américain, ce qui rapportait au cartel environ 3 à 5 milliards de dollars de revenus annuels rien que pour cette branche d'activité. Un rôle clé dans la transformation du CJNG en un empire financier fut joué par la structure connue sous le nom de Los Queenies. Ainsi était désignée la branche financière du cartel, gérée par les frères de Rosalinda González Valencia, l'épouse d'El Mencho. Abigail González Valencia et son frère José étaient des génies des montages financiers.
Ils créèrent un réseau complexe de plus de 200 entreprises fictives au Mexique, aux États-Unis, au Panama, au Costa Rica, en Colombie, au Guatemala et même en Europe. Selon les données du département du Trésor des États-Unis, le seul Abigail possédait un patrimoine personnel de plus d'1 milliard de dollars. Mais le 28 février 2015, Abigail González Valencia fut arrêtée à Puerto Vallarta. Et avant cela, en 2014, d'autres frères González Valencia avaient été interpellés. Ces arrestations portèrent un coup sévère à l'infrastructure financière du cartel. Mais El Mencho demeura en liberté et la prime pour toute information sur sa localisation, fixée par la DEA, atteignit les 5 millions de dollars. Le fantôme devenait de plus en plus dangereux et ses chasseurs de plus en plus désespérés. Les arrestations des financiers du clan González Valencia en 2014 et au début de 2015 révélèrent aux forces spéciales mexicaines et américaines la vulnérabilité du CJNG. Les flux financiers du cartel furent partiellement interrompus, les actifs gelés et surtout les interrogatoires des personnes arrêtées fournirent aux enquêteurs des informations précieuses sur la structure de l'organisation et le possible refuge d'El Mencho lui-même. Les services de renseignement travaillèrent 24 heures sur 24, analysant les conversations téléphoniques interceptées, traçant les mouvements des personnes du cercle restreint du narcotrafiquant, recrutant des informateurs au sein du cartel. Fin avril 2015, les autorités obtinrent des informations qu'elles jugeaient fiables. Nemesio Oseguera Cervantes se cachait dans un ranch près de la petite ville de Tonaya, dans une zone montagneuse du sud de l'état de Jalisco, à environ 80 km de Guadalajara. L'opération visant à sa capture, baptisée Jalisco, fut préparée dans le plus grand secret. Des unités d'élite de l'infanterie de marine mexicaine, la police fédérale et des représentants de la DEA y auraient été participés en tant qu'observateurs. Le plan prévoyait un assaut simultané sur plusieurs refuges possibles avec un soutien héliporté afin d'empêcher la cible de s'échapper par les routes de montagne. L'opération fut fixée au 1er mai, jour de la fête du travail, moment où l'on supposait que la garde d'El Mencho serait relâchée et qu'il resterait sur place au lieu de se déplacer. Mais ce qui se produisit le matin du 1er mai 2015 dépassa les scénarios les plus sombres et modifia à jamais la perception des capacités des narcotrafiquants mexicains. Vers 6 heures du matin, les hélicoptères militaires Sikorsky UH-60 Black Hawk, identiques à ceux utilisés par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, décollèrent d'une base militaire et se dirigèrent vers Tonaya. À bord de chacun se trouvaient environ 15 soldats des forces spéciales de l'infanterie de marine, armés de fusils automatiques FX-05 Sioux-Coatl et prêts à une résistance farouche. Mais lorsque les hélicoptères approchèrent de la zone cible, l'enfer se déchaîna. Depuis le sol, des tirs furent ouverts avec des mitrailleuses lourdes Barrett M82 de calibre 12,7 mm et plus terrifiant encore, avec des lance-roquettes RPG-7, des armes soviétiques utilisées depuis des décennies dans les guérillas, du Vietnam à l'Afghanistan. L'un des hélicoptères, ayant reçu un coup direct d'une grenade anti-char au rotor de queue, perdit le contrôle et s'écrasa au sol d'une hauteur d'environ 150 mètres. L'explosion à l'impact fut audible à des kilomètres à la ronde. Sur les 12 militaires à bord, 9 moururent instantanément, 3 furent gravement blessés. Ce fut le premier hélicoptère militaire abattu par un narcotrafiquant dans l'histoire moderne du Mexique. El Mencho ne se contenta pas de résister, il déclara une guerre ouverte à l'État. Mais la chute de l'hélicoptère ne fut que le prélude au cauchemar qui se déchaîna ce jour-là dans tout l'État de Jalisco, tandis que les militaires tentaient d'évacuer les blessés et les corps des défunts sous un feu continu. Des attaques coordonnées débutèrent dans tout Guadalajara et les villes environnantes. Le CJNG activa un plan qui avait manifestement été préparé à l'avance en cas de tentative de capture de son leader. Les militants du cartel, armés de fusils automatiques et de cocktails Molotov, commencèrent à bloquer les principales artères, incendiant bus, camions et voitures directement sur les routes. En quelques heures, 39 bus de transport public furent brûlés. 11 succursales bancaires incendiées après évacuation des employés et clients. 16 stations-service se transformèrent en colonnes de feu, créant des scènes apocalyptiques. La deuxième plus grande ville du Mexique fut paralysée. La population fuyait les rues en panique. Les écoles et universités furent fermées d'urgence. L'aéroport suspendit ses opérations. Le gouverneur Aristoteles Sandoval lança un appel d'urgence exhortant les habitants à rester chez eux, mais sa voix tremblait. Les autorités avaient perdu le contrôle de la situation. Le chaos se propagea dans 20 villes de 3 États, Jalisco, Colima et Michoacán. Selon diverses estimations, entre 300 et 500 militants du CJNG participèrent aux attaques, agissant simultanément selon un plan préétabli. Le plus choquant n'était pas seulement l'ampleur de la violence, mais son organisation militaire.
Il ne s'agissait pas d'actes spontanés de panique de criminels acculés. C'était une opération militaire bien orchestrée, dont le but était de démontrer au gouvernement et à la société que le CJNG n'était pas un simple gang, mais une armée capable de paralyser une région entière. Les militants utilisaient des radios pour se coordonner, avaient des listes claires d'objectifs, agissaient en groupe de 5 à 7 personnes avec des commandants désignés. Des experts en sécurité déclarèrent par la suite qu'un tel niveau d'organisation indiquait que des ex-militaires et policiers, entraînés aux tactiques des opérations urbaines, servaient dans les rangs du cartel. Et, plus important encore, l'opération atteignit son objectif. El Mencho avait de nouveau disparu. Tandis que tout Jalisco brûlait, détournant toutes les forces de l'ordre, le narcotrafiquant quitta tranquillement la zone du raid et se fondit dans son réseau de planques. Le gouvernement du président Enrique Peña Nieto annonça le début d'une vaste opération pour sa capture, offrant 30 millions de pesos de récompense pour toute information, équivalent à environ 2 millions de dollars. Mais cela sonnait comme un cri désespéré d'impuissance. Le fantôme avait remporté la bataille et le monde entier en avait été témoin. Les événements du 1er mai 2015 transformèrent El Mencho, de criminel de haut rang connu des seuls spécialistes, en ennemi public numéro 1 de l'État mexicain. Mais au lieu de se cacher et d'attendre que la tempête passe, comme l'avaient fait de nombreux narcotrafiquants avant lui, Nemesio Oseguera opta pour une stratégie d'escalade. Si les autorités voulaient la guerre, elle l'aurait. Si elles pensaient qu'après la mort de 9 militaires, le cartel serait effrayé par les représailles, elles se trompèrent lourdement. Le CJNG adopta une tactique de terreur systématique, dirigée non seulement contre les groupes rivaux, mais aussi contre les structures mêmes de l'ordre. Policiers, agents fédéraux, procureurs, juges, tous devinrent des cibles dans la guerre qu'El Mencho déclara au système. Dès le 19 mars 2015, un mois et demi avant l'attaque contre l'hélicoptère, un incident révélateur du nouveau niveau de cruauté du cartel se produisit. Sur l'autoroute, entre Guadalajara et Puerto Vallarta, une embuscade fut tendue à un convoi de la police d'État de Jalisco. 15 officiers périrent lors d'une attaque coordonnée à l'aide de lance-grenades et de mitrailleuses lourdes. Leurs corps furent retrouvés dans des voitures incendiées, certains furent achevés de balles dans la tête après avoir cessé de résister. Mais le message le plus terrifiant fut laissé sur les lieux du massacre. Seguimos firmes, CJNG, nous restons fermes. CJNG, c'était une déclaration d'intention. Après mai 2015, la chasse aux forces de l'ordre devint systématique. Entre 2015 et 2018, plus de 150 policiers furent tués dans l'État de Jalisco, la plupart lors d'attaques ciblées. Les militants du CJNG traquaient les officiers près de leur domicile, les abattaient directement dans la rue devant leurs enfants et épouses, attaquaient les voitures de patrouille depuis des véhicules en mouvement. En août 2015, dans une banlieue de Guadalajara, le procureur fédéral Roberto Alcaraz, qui enquêtait sur les schémas financiers du cartel, fut enlevé puis retrouvé mort. Son corps fut découvert avec 15 coups de couteau et des signes de torture brutale. Ses ongles avaient été arrachés et ses doigts brisés. À côté du cadavre gisait une note pour avoir mis ton nez là où il ne fallait pas. Parallèlement, le CJNG commença à utiliser activement les vidéos comme arme de guerre psychologique. Des enregistrements, tournés avec une qualité professionnelle, apparurent sur Internet, montrant des prisonniers ligotés, présentés comme des membres de cartels rivaux ou des informateurs de la police, subissant des tortures sophistiquées avant d'être exécutés, décapités, fusillés, brûlés vifs. Ces vidéos étaient assorties de menaces à quiconque oserait collaborer avec les autorités ou les rivaux. C'était du terrorisme à l'état pur, visant à anéantir toute volonté de résistance. Mais la principale arène de guerre durant ces années devint l'État de Guanajuato, le cœur industriel du centre du Mexique, traversé par les autoroutes les plus importantes reliant la capitale au nord du pays. Ici, le CJNG se heurta au groupe criminel local Cartel Santa Rosa de Lima, sous la direction de José Antonio Yepes Ortiz, surnommé El Marro. Santa Rosa était spécialisé dans le huachicoleo, le vol de produits pétroliers des oléoducs de la compagnie étatique Pemex, ce qui rapportait des centaines de millions de dollars par an. El Mencho ne pouvait permettre qu'une affaire aussi lucrative échappe à son contrôle. Dès la fin de 2017, Guanajuato se transforma en une zone d'affrontement armé continu. En 2018, plus de 3600 homicides furent enregistrés dans l'État, davantage que dans de nombreuses zones de conflits militaires actifs. Des corps décapités étaient découverts à l'aube près des postes de police. Des banderoles menaçantes étaient accrochées sur les places des villes. Des voitures explosaient. Des massacres étaient perpétrés dans les bars et restaurants. Guanajuato devint l'État le plus dangereux du Mexique, et cette triste statistique le resterait pour les années à venir. Au cours de ces mêmes années, un coup sévère fut porté à la famille d'El Mencho lui-même. Le 30 janvier 2014, dans un quartier huppé de Guadalajara, son fils, Rubén Oseguera González, connu sous le nom de El Menchito ou El Mozo,
fut arrêté. Au moment de son arrestation, il était âgé de 23 ans et était déjà considéré comme l'un des héritiers de l'empire de son père, aux commandes d'une unité de combat d'élite du cartel. La première arrestation fut presque cocasse. Après quelques mois, un juge le libéra sous caution en raison de irrégularités procédurales durant sa détention, ce qui provoqua un scandale et des accusations de corruption. Mais le 23 juin 2015, Menchito fut de nouveau arrêté et cette fois, les autorités ne commirent aucune erreur. Il fut extradé vers les États-Unis en février 2020 où il fut jugé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Pour El Mencho, ce fut une tragédie personnelle, mais cela ne le fit pas reculer. Au contraire, la violence s'intensifia, comme si le narcotrafiquant se vengeait de l'État pour chaque jour passé par son fils en cellule. Pendant que les services spéciaux mexicains célébraient l'arrestation de Menchito et l'extradition des principaux financiers du clan González Valencia, El Mencho lui-même opérait une transformation qui allait faire passer le CJNG d'un cartel mexicain à un empire mondial de la drogue, dont les tentacules s'étendraient des jungles de Colombie au port de Rotterdam et des bidonvilles du Guatemala aux entrepôts de Tokyo. 2017 marqua un tournant décisif dans la stratégie de l'organisation. Si auparavant le CJNG se concentrait sur la conquête de territoires à l'intérieur du Mexique et sur la lutte contre les rivaux, la priorité était désormais la construction de chaînes logistiques internationales, indépendantes des partenaires traditionnels comme les fournisseurs colombiens ou les transporteurs mexicains. El Mencho saisissait une vérité simple que beaucoup de ses prédécesseurs ignoraient. Le véritable pouvoir n'appartient pas à celui qui contrôle les rues, mais à celui qui contrôle les routes du producteur au consommateur final. Et il commença à bâtir ses routes avec une rapidité et une ampleur sans précédent. L'expansion débuta vers le sud. Au Guatemala, un pays avec une population de 18 millions d'habitants et un contrôle étatique quasiment inexistant sur de vastes zones rurales, le CJNG établit une présence dès 2016. Les gangs locaux, tels que Mara Salvatrucha et Barrio Dixuit, traditionnellement au service du cartel de Sinaloa, furent mis devant un choix, soit le passage sous le contrôle du CJNG, soit l'anéantissement. Beaucoup optèrent pour la première option. Les ports guatémaltèques sur la côte pacifique, Quetzal et San José, devinrent des points de transit pour la cocaïne acheminée de Colombie par voie maritime vers le nord. Le Costa Rica, réputé pour ses plages et son écotourisme, se transforma en quartier général pour les opérations financières du cartel. Ici, dans la capitale San José, des centaines de millions de dollars étaient blanchis via un réseau de sociétés fictives investies dans l'immobilier, les restaurants, les hôtels. En 2018, les autorités du Costa Rica arrêtèrent plus de 50 personnes liées au schéma financier du CJNG, mais ce fut une goutte d'eau dans l'océan. En Colombie, d'où provenait l'essentiel de la cocaïne, El Mencho établit des contacts directs avec les producteurs, court-circuitant les intermédiaires traditionnels. Au lieu d'acheter le produit fini auprès des cartels colombiens, le CJNG commença à financer la culture de coca et la production directement dans les jungles des départements de Chocó, Nariño et Cauca, se transformant de fait en partenaire des groupes locaux. Cela permit de réduire les coûts et d'augmenter la marge bénéficiaire de plusieurs fois. Mais le véritable tournant fut l'entrée sur le marché européen. Ici, les liens avec la mafia albanaise jouèrent un rôle clé. L'une des structures criminelles les plus puissantes d'Europe, qui contrôle une grande partie du trafic de drogue sur le continent. Par l'intermédiaire des clans albanais, basés à Tirana, mais avec des cellules dans toute l'Europe, de Londres à Milan, la cocaïne du CJNG commença à arriver dans les ports de Rotterdam et d'Anvers, dissimulée dans des conteneurs de fruits, de café ou de bois. Le marché européen était incroyablement lucratif. Un kilogramme de cocaïne, qui aux États-Unis se vendait en gros pour 25 à 30 000 $, coûtait en Europe entre 50 et 60 000 $. Selon les estimations d'Europol, en 2019, le CJNG contrôlait jusqu'à 20% de toute la cocaïne arrivant dans l'Union européenne, ce qui représentait des dizaines de tonnes par an. Les opérations étaient menées avec une précision millimétrique. La drogue était conditionnée sous vide, traitée avec des substances chimiques pour tromper les chiens renifleurs, cachés dans des doubles fonds de conteneurs. Et même lorsque la cargaison était interceptée, ce qui arrivait régulièrement, les pertes étaient compensées par les énormes profits des livraisons réussies. La direction asiatique se développa en parallèle. À travers l'océan Pacifique, utilisant des navires de pêche et des porte-conteneurs, la méthamphétamine et la cocaïne étaient acheminées au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Le marché australien était particulièrement lucratif, où le prix de rue de la méthamphétamine atteignait des chiffres astronomiques, jusqu'à 500 000 $ le kilogramme au détail. La police australienne, en 2019, intercepta plusieurs grandes cargaisons liées au CJNG, mais cela n'arrêta pas le flux. Mais la principale innovation fut la production de fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. En 2017, le CJNG lança la production industrielle de fentanyl dans des laboratoires clandestins, achetant les précurseurs en Chine via des entreprises chimiques fictives. Le fentanyl était le produit idéal pour les cartels.
économique à produire, compacte pour le transport, incroyablement rentable. 2 kg de fentanyl pouvaient être transportés dans un sac ordinaire, et cette quantité rapportait des millions de dollars sur le marché américain. Mais le prix à payer était monstrueux. L'épidémie d'overdose au fentanyl aux États-Unis coûta la vie à des dizaines de milliers de personnes, transformant la crise de la drogue en une tragédie nationale. Le 1er avril 2018, le département d'État des États-Unis annonça l'augmentation de la prime pour toute information menant à l'arrestation de Nemesio Oseguera Cervantes à 10 millions de dollars, une somme sans précédent, l'égalant aux leaders d'organisations terroristes telles que l'EI. Mais El Mencho demeura un fantôme. Et en mars 2020, la DEA et ses agences partenaires menèrent une opération de grande envergure, nom de code Projet Python, à la suite de laquelle plus de 600 personnes liées au CJNG furent arrêtées sur tout le territoire des États-Unis et des stupéfiants d'une valeur de plus de 100 millions de dollars furent saisis. Mais l'architecte de l'Empire resta de nouveau introuvable, continuant à gérer son réseau mondial depuis des cachettes quelque part dans les montagnes de Jalisco. L'année 2020 débuta pour le Mexique non seulement avec la pandémie de Covid-19 qui paralysa l'économie et coûta la vie à des centaines de milliers de personnes, mais aussi avec une escalade du conflit de la drogue qui transforma des régions entières du pays en zone de guerre. Le CJNG, à ce stade, contrôlait ou disputait des territoires dans 23 des 32 États mexicains. Mais cette expansion signifiait une guerre simultanée sur des dizaines de fronts contre une multitude d'ennemis. Le principal parmi eux demeurait le cartel de Sinaloa, l'organisation de narcotrafic la plus ancienne, et jusqu'à récemment la plus puissante du Mexique. Après l'arrestation d'El Chapo Guzman en 2016 et son extradition vers les États-Unis en 2017, le cartel fut dirigé par Ismael El Mayo Zambada et les fils d'El Chapo, connus sous le nom de Los Chapitos. Une lutte éclata entre le CJNG et Sinaloa pour l'état stratégique de Zacatecas, situé au centre du Mexique, à la croisée des principales routes de la drogue du nord au sud. La guerre à Zacatecas commença en 2019, mais atteignit son apogée en 2021. Rien que pendant la première moitié de cette année-là, plus de 1000 homicides furent enregistrés dans l'État. Les corps étaient retrouvés dans des fosses communes, abandonnés sur les places publiques, pendus au pont. Les villes de Fresnillo et Guadalupe se transformèrent en champs de bataille, où des fusillades éclataient en plein jour, et les habitants ne sortaient pas de chez eux pendant des semaines. Mais si Zacatecas était une nécessité stratégique, le Michoacán demeurait pour El Mencho une guerre personnelle. Un retour au pays, non en fugitif, mais en conquérant. Ici, le CJNG se heurta à une coalition de groupes locaux unis sous le nom de Carteles Unidos, Cartels Unis. Cette coalition comprenait les vestiges des chevaliers templiers, les groupes de la Nueva Familia Michoacana, ainsi que des équipes armées d'autodéfense, qui jadis luttaient contre les narcotrafiquants, mais s'étaient désormais transformées elles-mêmes en structures criminelles. Le Michoacán était en proie aux flammes. Le 22 mai 2020, dans la municipalité d'Aguililla, précisément la ville natale de Nemesio Oseguera, une fusillade de masse éclata entre des militants du CJNG et des Cartels Unidos, à la suite de laquelle 26 personnes trouvèrent la mort. Les rues étaient jonchées de douilles d'armes automatiques, 11 véhicules étaient incendiés, l'hôpital local débordait de blessés. C'était une guerre pour un symbole, pour le droit de dicter qui contrôlait la terre sur laquelle avait grandi le narcotrafiquant le plus dangereux de l'ère moderne. Guanajuato demeura la région la plus sanglante du Mexique. La guerre contre le cartel Santa Rosa de Lima atteignit une férocité inégalée. Le 2 août 2020, El Mayo, leader de Santa Rosa, fut finalement arrêté par les militaires après une traque de plusieurs mois. Mais cela n'apporta aucune paix. Le CJNG continua à détruire méthodiquement les vestiges du groupe, et les gangs locaux qui tentèrent de combler le vide de pouvoir devinrent de nouvelles cibles. Le 9 mars 2021, dans la ville d'Irapuato, 19 corps fusillés furent découverts. Des hommes âgés de 18 à 30 ans, tués de balles dans la tête. Les corps étaient soigneusement disposés sur le bord de la route. Le message était clair. Le CJNG contrôle Guanajuato et toute résistance est futile. Fin 2021, Guanajuato enregistra plus de 4000 homicides, un record absolu pour l'État et l'un des taux de violence les plus élevés au monde en dehors des zones de guerre ouvertes. Parallèlement, le CJNG intensifia sa campagne de terreur contre les structures étatiques. Le 13 juillet 2020, à Mexico, le juge fédéral Uriel Villegas Ortiz fut assassiné juste devant le tribunal. L'assassinat d'un juge dans la capitale, à quelques pâtés de maisons des édifices gouvernementaux, fut une démonstration que le CJNG pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où dans le pays. Le 24 juin 2022, à Guadalajara, une explosion se produisit près du parquet de l'État. Une voiture piégée explosa alors que les employés quittaient leur travail. 3 personnes périrent
périrent, 12 furent blessés. L'utilisation d'engins explosifs montrait l'évolution de la tactique du cartel. Des fusillades de rue vers des actes de terrorisme, caractéristiques des organisations terroristes. Mais l'aspect le plus cynique fut l'utilisation d'enfants et d'adolescents. Le CJNG recrutait activement des mineurs issus de zones défavorisées, leur offrant de l'argent facile et un statut. Des adolescents âgés de 13 à 16 ans devenaient des halcones, des guetteurs qui transmettaient des informations sur les mouvements de la police, des passeurs de drogue et parfois même des sicarios. Les autorités l'appelèrent la génération du fentanyl. Toute une génération de jeunes Mexicains pour qui travailler pour le cartel était la seule perspective disponible. Le 11 février 2020, Rubén Oseguera González, El Menchito, fut extradé vers les États-Unis où il fut inculpé de trafic international de drogue, d'utilisation d'armes à feu et de complot en vue de meurtre. En juillet 2023, il plaida coupable et fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour El Mencho, ce fut une tragédie personnelle. Son unique fils passerait le reste de sa vie dans une prison de haute sécurité américaine. Mais les coups portés à la structure du cartel continuèrent. En mars 2022, Carlos Enrique Sanchez Martinez, connu sous le nom de El Chiqui, l'un des commandants régionaux du CJNG, fut arrêté. En août de la même année, Juan Carlos González, El RR, responsable des opérations au Michoacán, fut capturé. Mais l'organisation continua de fonctionner, telle une hydre à plusieurs têtes. De nouveaux leaders prenaient en la place des personnes arrêtées, et El Mencho lui-même resta insaisissable. En avril 2022, la prime offerte pour sa capture atteignit les 15 millions de dollars, la somme la plus élevée de l'histoire pour un criminel mexicain. Entre-temps, des rumeurs commencèrent à circuler concernant sa santé. Des sources rapportaient des problèmes rénaux, du diabète, la nécessité d'une dialyse régulière. Mais vérifier ces informations était impossible. Le fantôme demeura un fantôme. L'année 2023 débuta avec une nouvelle qui fit l'effet d'un coup de tonnerre pour les forces de l'ordre des deux côtés de la frontière. Le 26 juillet, les militaires mexicains menèrent la plus vaste opération contre le CJNG dans l'état de Jalisco, saisissant un ranch secret dans les montagnes de la commune de Talpa de Allende. Ce qu'ils y découvrirent dépassa les hypothèses les plus audacieuses des analystes. Sur une superficie de plus de 15 hectares, se trouvait un véritable camp militaire, des dépôts d'armes incluant 50 fusils automatiques, AR-15 et AK-47, 20 lance-grenades, des gilets pare-balles de type militaire, des systèmes de vision nocturne, des moyens de communication protégés et, le plus choquant, 4 véhicules blindés artisanaux de type monstre, équipés de postes pour mitrailleuses. Mais la découverte majeure fut celle de drones. Non pas des jouets, mais des drones professionnels avec une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg, dotés d'attaches pour explosifs et grenades. Le CJNG s'était transformé en une armée utilisant les technologies du XXIe siècle. Des experts de la DEA, qui étudièrent les éléments du raid, déclarèrent que le niveau d'équipement du cartel était comparable à celui des forces armées de petits États. Ce n'était pas un syndicat criminel, c'était une structure militaire parallèle. Mais tandis que les autorités exhibaient les armes saisies et parlèrent d'un coût significatif porté à l'infrastructure du cartel, une tragédie aux proportions sans précédent se déroulait dans les rues des villes américaines. La crise du fentanyl, que le CJNG, aux côtés d'autres cartels mexicains, avait transformé en une véritable industrie, coûta en 2023 la vie à plus de 70 000 Américains, un nombre supérieur à toutes les pertes américaines de la guerre du Vietnam. L'opioïde synthétique, produit dans des laboratoires clandestins de Jalisco et du Michoacán à partir de précurseurs en provenance de Chine, inonda le marché. Il était si puissant que seulement 2 mg, une quantité tenant sur la pointe d'un crayon, pouvait tuer un adulte. Le CJNG lança la production de fausses pilules qui ressemblaient à des analgésiques légaux comme l'oxycodone ou le Xanax, mais contenaient des doses létales de fentanyl. Les adolescents les achetaient via les réseaux sociaux, ignorant qu'ils tenaient la mort entre leurs mains. L'administration du président des États-Unis, Joe Biden, déclara le fentanyl menace à la sécurité nationale, mais arrêter le flux était impossible. Il passait par des dizaines de passages illégaux à la frontière, par des tunnels, par des drones, par des passeurs. Le 1er octobre 2024, un événement historique se produisit au Mexique. Pour la première fois, une femme, Claudia Sheinbaum Pardo, ancienne maire de Mexico, représentante du parti de gauche Morena, devint présidente du pays. Dans son discours inaugural, elle promit de poursuivre la politique de son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, fondé sur le principe abrazos, no balazos, des embrassades, pas des balles, c'est-à-dire des programmes sociaux plutôt qu'une confrontation militaire directe avec les cartels. Mais la réalité se révéla plus dure que n'importe quelle promesse électorale. Dès novembre 2024, l'État de Sinaloa fut plongé dans le chaos en raison d'une guerre interne entre les factions du cartel de Sinaloa après l'arrestation d'Ismael El Mayo Zambada aux États-Unis. Et le CJNG tenta immédiatement de profiter de la faiblesse du rival
envahissant ses territoires. Guadalajara, León, Tijuana, Puebla, des affrontements entre les groupes furent enregistrés dans toutes ces villes. Sheinbaum fut contrainte d'envoyer des unités supplémentaires de la garde nationale dans les zones de conflit, mais l'effet fut minime. En décembre 2025, aujourd'hui, le CJNG contrôle ou dispute activement des territoires dans plus de 30 États mexicains sur 32. L'organisation, qui 15 ans auparavant était née en tant que groupe régional à Jalisco, s'est transformée en un empire transnational, avec une présence aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud, en Europe, en Asie et même en Australie. Selon les estimations de divers centres d'analyse, le chiffre d'affaires annuel du CJNG varie de 20 à 30 milliards de dollars, ce qui fait de l'organisation l'une des structures criminelles les plus riches du monde. Le nombre de membres du cartel est estimé entre 15 et 20 000 personnes, incluant militants, logisticiens, financiers, informateurs au sein de la police et des organismes étatiques. Dans certaines régions de Jalisco, Michoacán et Colima, le CJNG fonctionne de fait comme un État parallèle. Il perçoit des impôts, résout des litiges, punit les criminels et distribue même de l'aide humanitaire aux pauvres, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19, lorsque le cartel distribua des kits alimentaires arborant le logo CJNG. Mais la question principale demeure sans réponse. Où se trouve Nemesio Oseguera Cervantes? El Mencho, qui, en juillet 2025, a fêté ses 59 ans, reste le seul de la grande triade des narcotrafiquants mexicains modernes à être toujours en liberté. El Chapo Guzman purge une peine de prison à perpétuité dans une prison américaine ADX Florence. El Mayo Zambada a été arrêté et attend son procès aux États-Unis. Et El Mencho continue de diriger son empire depuis des cachettes dont la localisation demeure secrète. Les rumeurs concernant sa santé, insuffisance rénale, diabète, continuent de circuler, mais aucune n'a été confirmée. Certains analystes émettent l'hypothèse que le cartel prépare un successeur, peut-être l'un de ses neveux ou des commandants de confiance comme José González Valencia. D'autres croient qu'El Mencho est peut-être déjà mort et que l'organisation maintient le mythe de son existence pour conserver le contrôle. Mais la plupart des experts en sont convaincus. Le fantôme est bien vivant et il se battra jusqu'à la fin. L'histoire a démontré une chose. Nemesio Oseguera Cervantes a parcouru le chemin d'un pauvre migrant pour devenir l'architecte de l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Et ce chemin a été pavé de milliers de corps, de fleuves de sang et d'un océan de drogue qui continue d'empoisonner des millions de vies à travers le monde,